On continue avec notre programme. Il y aura 50 ans demain, le 31 juillet 1970, s'amorçait officiellement la seule et unique édition du festival pop de Manceau qui ne s'est jamais déroulé, on doit le dire, à la hauteur du concept qui avait été vendu et qui annonçait rien de moins qu'un Woodstock à la québécoise. Nos invités de ce matin en gardent tout de même de beaux souvenirs. Jacques Crochetière est historien, auteur d'un livre souvenir, apparaître bientôt sur ce festival qui est passé ou pas à l'histoire, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Jean-Marc Beaudoin, journaliste au Nouvelliste, qui a couvert abondamment l'événement de l'époque ou à l'époque, et sera avec nous dans quelques instants. Mathieu Léger, musicien, membre du groupe Lasting Weep, qui a joué sur place. Et enfin, Nicole Villeneuve, qui est native de Manceau et qui a assisté au festival. Je pense qu'elle avait 14 ans. Je vais commencer avec vous, Monsieur Crochetière, d'abord. C'était quoi l'ambition du festival? Écoutez, l'ambition du festival, c'était vraiment de reproduire ce qui avait été fait l'année précédente aux États-Unis dans une certaine mesure, puisque les organisateurs avaient réussi à convaincre Michael Lang, l'organisateur de Woodstock de 1969, d'agir comme conseiller. Il était sur place? Oui, le vendredi soir, Michael Lang était sur place et je raconte ça dans le livre parce qu'il était sur place avec 500 $ en argent pour convaincre les musiciens de demeurer sur place, puisque la Guilde des musiciens ou le syndicat des musiciens avait demandé à ces musiciens de se faire payer uniquement en argent parce qu'un des organisateurs, Richard Ziggy Wiseman, n'avait pas payé plusieurs musiciens depuis 2 ans. Et la Guilde a dit, si vous allez à Manceau, n'acceptez pas de chèque, ne prenez que de l'argent. Du comptant. Du comptant. Pour avoir une idée de ce que ça pouvait être, de ce à quoi ça a pu ressembler, Nicole Villeneuve est une des festivalières qui était présente. Bonjour, Nicole. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous aviez 14 ans à l'époque? Oui, j'avais 14 ans. Oui, c'est sûr, quand j'ai parlé avec votre recherchiste, moi, je suis allée sur le site avec une de mes copines qui est Michel Laroche. Aviez-vous l'autorisation de vos parents ou vous êtes partis en cachette? Non, j'avais l'autorisation de mes parents. Sauf qu'on n'était pas toutes les deux tout seuls. Nous étions accompagnés d'adultes. Vous étiez chaperonnés? Chaperonnés par M. Saint-Onge ainsi que sa madame. Il y avait beaucoup de monde nu apparemment au festival. Est-ce que vous avez été un peu surprise par ce que vous avez vu? Non, on entendait parler. Puis c'est sûr, c'était surprenant. On s'est rendu jusqu'à la petite rivière en arrière, puis c'était là, c'était plein. Mais il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait du monde. Donc, cette portion-là de Woodstock a fonctionné. Il y avait beaucoup de monde qui avait répondu à l'appel. Mais je reviens là-dessus parce que c'est important dans ce qui s'est passé. Vous avez été surprise de trouver autant de gens nus qui se baignaient à la rivière? Surprise, on n'était pas habitué à ça, là, vraiment, là. Pas du tout. Aviez-vous été un peu prévenu? Oui, parce qu'on entendait parler. On va aller voir des hippies. Des hippies. C'était le terme qui était utilisé par les personnes plus âgées que nous. Voir des hippies. Merci beaucoup, Nicole, justement pour essayer peut-être de comprendre ce qu'était l'objectif, parce qu'il n'y avait pas juste d'aller voir des hippies, c'était de créer un événement musical. Mathieu Léger, vous étiez, vous, à l'époque, musicien, membre de Lasting Weep. Vos souvenirs, d'abord, est-ce que vous avez été payé? Est-ce que vous avez été payé content? Oui, on a été payé content parce qu'on l'a exigé en arrivant. On a été les premiers arrivés à Manceau. Et puis notre gérant, on était sur l'estrade. Puis on a dit à l'organisateur, tu nous payes tout de suite. Parce que sans ça, on ne monte pas sur la scène. Vous étiez donc prévenu de ce qu'il y avait des problèmes? C'est le gérant qui était prévenu. Hein. Nous, on était musiciens, hein, vraiment. Tu sais, on était jeunes, on avait 17 ans. Nous autres, c'était notre premier gros show. Alors, c'était comme, wow, tu sais, c'est too much. Il y a du monde. Tu sais, il y avait quoi, peut-être 7000 personnes le vendredi. Donc, on est arrivé en premier, puis on est allé voir l'organisateur. On a eu 300 $ à la gang pour 3 spectacles, alors ce qui n'était pas vraiment énorme. Mais c'est clair que votre récompense, c'était les 7000 personnes qui vous écoutaient, d'ailleurs. Oui, qui nous écoutaient le vendredi soir, ce qui n'était pas le cas le dimanche, parce que les gens n'étaient vraiment pas contents le dimanche. Il restait peut-être 500 personnes le dimanche, là. Je vous suggère d'écouter un peu de Lasting Weep. Rien ne sert de courir. Et c'est pas mal signé, on entend l'époque. D'accord.
Jean-Marc Beaudoin, je le rappelle, vous êtes journaliste, vous étiez à vos débuts comme journaliste au Nouvelliste. C'était une grosse affaire. On attendait des journalistes. Puis là, on parle de centaines de journalistes pour ce qui était annoncé comme un des plus grands rassemblements depuis Woodstock. Ben, c'est ça, c'est qu'on avait évidemment tous Woodstock en tête l'année d'avant qui avait attiré 300 000 personnes. Et ici, les promoteurs avaient le sens du marketing et on s'attendait peut-être pas à 300 000 personnes, mais au moins 25 000. Puis, alors nous, au Nouvelliste, on était assez intéressés par l'événement parce que ça se passait sur notre territoire, mais c'est aussi nous qui avions eu le scoop de la tenue de ce festival. Et il devait d'abord se tenir à Saint-Édouard de Masquinongé. Et on a eu des discussions avec M. Napoléon, l'ancien Napoléon Casobon. Et c'est pour ça que la ferme là-bas, finalement, ça s'est transporté à Manceau parce que ça n'a pas fonctionné. Et à Manceau, c'est pour ça qu'on appelait ça la ferme Napoléon, là, en référence à Napoléon. Alors nous, on était vraiment intéressés à suivre ça. Vous aviez même loué un hélicoptère. Vous aviez un hélicoptère parce que vous pensiez qu'il y aurait des images aériennes incroyables. Ben, parce qu'on s'attendait à un événement immense. On avait loué d'ailleurs, le journal avait loué tout près du lieu, une maison, et c'est devenu un petit peu la salle de presse. Mais ça n'a pas suffi parce qu'il s'est présenté, semble-t-il, à peu près 200 journalistes. Alors, on pouvait bien accommoder 15-20 personnes, on avait accommodé un peu les journalistes de la presse et quelques autres, mais à 200, là, on était complètement dépassés. On voit, ça indique l'intérêt qu'avaient les médias puis la société là-dedans, les attentes qu'on avait un petit peu tout le monde. Mais c'est un projet qui est pourtant, M. Crostière, autorisé à valiser quelques jours avant. Puis je pense que c'est une décision du Conseil des ministres arrachée à la dernière minute qui permet la tenue de l'événement. Tout à fait. Puis, faut se remettre dans le contexte de l'année 70. Robert Bourassa a été élu au mois d'avril. Il a 36 ans. C'est un jeune premier ministre. Il a promis 100 000 emplois avec la baie James. Donc, il y a tout un contexte là, de l'année 70. Et puis, quand le festival commence, il y a des exigences gouvernementales. La municipalité de Saint-Joseph de Blandford, qui est le lieu même du Festival Pop, a toute l'autorité pour autoriser le festival. Le gouvernement passe une loi rapidement pour que ce soit le gouvernement du Québec qui autorise ce type de festival-là et non plus les municipalités. Ce qui fait que le gouvernement impose toutes sortes de conditions aux organisateurs. Et le 30 juillet, il y a un conseil des ministres spécial à Québec et Robert Bourassa a quitté pour des vacances. Et c'est Pierre Laporte qui le remplace. Et là, on prend, j'ai les extraits du Conseil des ministres. Point de vue sécurité, on avait demandé d'avoir au moins 150 gardiens de sécurité. Il y en a à peine 50 qui ont été engagés. Puis dès le premier soir, ils se sauvent parce qu'ils n'ont pas été payés. Du côté sanitaire, oui, il y a de l'eau potable, mais c'est tout juste. Et il devait y avoir 200 poubelles. Puis on pense qu'il y en a peut-être 50. Du côté de la santé, c'est le ministère de la Santé qui a pris le relais, puis sur le terrain, il y a le docteur André Boudreau qui va devenir, et qui est déjà une sommité en matière de drogue qui est présent. Ils n'ont pas payé... Parce qu'on redoute, évidemment, on pense qu'il y aura de la drogue sur place qui va se consommer. Oui. Et comme le disait le journaliste du Nouvelliste, le premier choix, c'était la terre de Napoléon Casobon, mais le deuxième choix, c'était pas Manceau, c'était Sainte-Gertrude dans la nouvelle ville de Bécancour. Et le maire de Sainte-Gertrude s'était fait rencontrer par la police pour dire, écoutez, là, si vous faites ça à Sainte-Gertrude, les routes sont très petites, la circulation, il va y avoir des blessés, comment vous allez faire? Et c'est Manceau qui est devenu le troisième choix parce qu'il était à proximité de l'autoroute 20. Parce qu'on avait évidemment en mémoire ce qui s'était passé à Woodstock, les embouteillages monstres. Exactement. C'est à l'origine quand même une occasion pour venir écouter de la musique. De grandes formations sont annoncées. Oui. Or, tout le monde ne se présente pas au rendez-vous Mathieu Léger. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas payé? Est-ce que les groupes sont venus sur place puis ont décidé de rebrousser chemin? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ne sont pas venus du tout. Ils ne sont pas venus. Ils étaient supposés avoir, je pense, des Who, Hendrix, en tout cas des... Le seul qui est venu, c'est Dr. John. Le seul artiste connu, c'est Dr. John. Alors, puis il y avait un groupe de Toronto aussi, Cyranx, qui était excellent, très bon groupe, très intéressant. Et puis tout le reste, écoutez, moi j'ai vu des gars en pleurs sur le stage, sur la scène, des gars qui étaient venus de Californie avec leur équipement et qui n'ont pas été payés.
Ils n'ont pas été payés. On jouait quand même, les gars, vraiment, on était quand même bien solidaires, hein, les musiciens qui étaient sur la scène, tous les musiciens qu'il y avait là. Bon, Dr. John, bon, c'est une autre histoire, mais non, effectivement, probablement qu'ils ont vu l'arnaque, les autres... Ils ont senti, ils ont flairé l'affaire. Ils ont senti l'arnaque, parce qu'ils ont probablement demandé au moins soit un quart ou la moitié du cachet. Avant de venir. Jean-Marc Beaudoin, est-ce que vous pensez que les stars qui étaient annoncées ont déjà eu un contrat et devaient vraiment se présenter ou on a aussi peut-être un peu tenté l'arnaque? Ben, aujourd'hui, puis même, je pense qu'il n'y a personne qui pense que les contrats avaient été signés. D'ailleurs, on ne nous annonçait on disait un festival pop, mais on nous prédisait surtout, c'était 72 heures d'amour et de paix. La musique, c'était comme accessoire, mais c'était pour attirer les masses. Mais on le suit par après. On a parlé tantôt, Ziggy Wiseman disait qu'il ne payait pas ses artistes, banni de la guilde. Et ça a sorti dès le début du festival. Personne n'y croyait. Là. Mais sur le coup, on l'a cru. On croyait ça parce qu'on croyait en Woodstock, dans le fond. Oui. C'est surtout, si vous me permettez, c'est surtout après, quand il y a eu la SECO, qu'on a appris que le fameux Richard Ziggy Wiseman avait un budget là, de 35 000 total pour organiser le festival. Et une grande partie de cet argent-là avait été prêté par Frank Cotroni. Donc, il y avait des accointances. Puis au Brown. Il y avait donc, monsieur, excusez-moi, c'est parce que tout le monde ensemble, on ne s'y retrouve pas, donc il faut y aller un à la fois au téléphone et je ne vous vois pas, donc il est difficile de faire la circulation. Jacques Rochetière, il y avait donc des accointances avec la mafia. Ah, tout à fait. Richard Ziggy Wiseman, qui est décédé en 1976, par la suite du Festival Pop, a été accusé de fraude et il avait le surnom à Montréal, c'était le roi des salons de massage. Il avait fréquenté Wiseman, c'était un homme qui venait d'abord du domaine, il avait fait de la boxe dans sa jeunesse à Montréal. Après ça, il a été gérant d'artistes, il a été gérant de Jenny Rock, il y a eu toutes sortes de poursuites de part et d'autre, et il était dans le monde du cabaret. C'est là qu'il a rencontré un des frères Filiatro, Pierre Lebon, parce que la difficulté du livre que j'ai fait, que j'ai rédigé grâce à la municipalité de Manceau, c'est que tous ces gens-là ont des surnoms. Richard Wiseman s'est présenté à Manceau comme M. Richard, un Américain. Mais c'est Richard Ziggy Wiseman. Et il n'était pas Richard du tout avec ses 35 000 Non, il n'était pas Richard du tout. Et les frères Filiatro, écoutez, Roger Vandal, qui a signé avec la paroisse de Saint-Joseph de Blandford pour s'entendre pour faire le festival à Manceau, Roger Vandal, c'était un chauffeur de taxi. Il s'est présenté à Manceau en Cadillac. Et l'année précédente, il y avait un dossier qui était pendant en cours parce qu'il avait été accusé de recel durant les émeutes de la grève des policiers de Montréal en 1969. Mais c'est un bric-à-brac totalement improbable, Jacques Rochetière. C'était un bric-à-brac. Hein, et puis l'objectif du livre, c'était de rétablir les faits pour dire la Sûreté du Québec, bien avant le Festival Pop, connaissait tout ce monde-là, qui avait des dossiers en cours, des dossiers criminels et des accusations. Le gouvernement du Québec avait en main, lors de le fameux Conseil des ministres, le bulletin là, des organisateurs, n'avait même pas la note de passage. Il n'y avait absolument rien, mais ça a permis quand même à Pierre Laporte, en sortant du Conseil des ministres, et c'est ça qui est un peu ironique, de dire aux journalistes, le Festival Pop de Manceau va avoir lieu, vive l'amour, vive la paix. Et on sait qu'en octobre de la même année, Pierre Laporte va malheureusement... vivre une autre version de l'amour et de la paix, très certainement. Et voilà. Et donc, moi, l'objectif, c'était de rétablir les faits pour dire, écoutez, le gouvernement, la Sûreté du Québec et une bonne partie des médias qui ont été confrontés à toute cette situation-là, eux, si les gens de Manceau n'ont pas vu cette arnaque généralisée, ben écoutez, ils l'ont pris un peu personnel, je les comprends. Parce qu'ils ont été un peu les dindons de la farce dans cette affaire-là. Voilà. Mathieu Léger, vous qui étiez sur scène, la fête de l'amour s'est transformée en autre chose le deuxième soir, le samedi. Les gens étaient un peu plus impatients, surtout ceux qui avaient payé, parce qu'à l'époque, c'était assez cher, je pense, le ticket d'entrée. C'était 15 $. Oui, c'était entre 12 ou 15, je ne sais pas trop. 12 pour une journée, 15 pour 3 jours. C'est ça, pour 3 jours, c'est ça. Ben écoute, le premier soir, gros orage. Hein? Le vendredi soir, il y a eu un énorme orage. Donc, tout ça, ça s'est un peu... ça s'est tranquillisé parce que vraiment, c'était rendu de la boue. Vraiment, je pense aux propriétaires de la terre. Là, c'était vraiment quelque chose. Oui, le samedi, il y avait déjà des gens qui étaient comme un petit
peu impatients de voir leur artiste favori. En fait, de ne pas les voir, parce qu'ils ne sont pas venus, leurs artistes favoris. Venus. Non, mais c'est vous qui en avez fait les frais, parce qu'ils s'en sont pris à vous. Est-ce que c'est vrai qu'on vous a... En fait, c'est pas le samedi, c'est le dimanche matin où les gens, là, ils ont vraiment aperçu. Bon, samedi soir, il y a eu quand même Dr. John qui était là. Je veux dire que, bon, ça les a calmés un peu, mais de voir que ces artistes-là n'allaient pas venir, je veux dire, rendu à minuit le soir, c'est sûr que, c'est sûr qu'il n'y aura aucun de ces artistes-là qui on maintenait le suspense. Il y avait toujours Absolument. l'hypothèse qu'il allait se présenter. Ça n'a jamais été annoncé qu'il ne serait pas là. Mais je reviens C'est le dimanche matin où, quand on s'est réveillé, on était les premiers à monter sur scène, il était peut-être 9-10 heures le matin. Et là, les gens ont commencé à crier, où est-ce qu'ils sont nos artistes? Puis ils brassaient, il y avait des balustrades en avant de la scène, puis on commençait à lancer des canettes de bière. On était obligés de prendre le micro. Je me souviens plus si c'est Alain ou moi qui avait pris le micro pour leur dire, écoutez, on s'est tous fait F. Alors, autant nous que vous, écoutez, calmez-vous. Je veux dire, ils sont pas venus, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Jean-Marc Beaudoin, parce que les organisateurs, devant l'échec et l'absence de gens en assez grand nombre, ont comme ouvert les portes le samedi, plutôt que de dire ça vous prend un billet, ils ont dit tout le monde est invité. C'est ça qui s'est passé? Oui, ce qui s'est passé, puis l'impression qu'on en a eue, c'est qu'ils se vendaient tellement de dope sur place. Et ça, c'était assez phénoménal parce que c'était complètement illégal à l'époque. Mais il était entendu que les sorties du Québec avaient dit nous intervions. Donc, on ne va pas intervenir sur les lieux. Et il y avait des kiosques de vente, il y avait même des deals, le cap d'acide, $2. Et on a eu l'impression que, à défaut de pouvoir vendre des billets à l'entrée, on va rentrer du monde, on va vendre de la dope. Puis on a commencé à soupçonner là, que les organisateurs avaient peut-être un lien parce qu'on se demandait comment est-ce qu'ils peuvent arriver sur le site. Ah, eux arrivaient en hélicoptère, eux aussi. Fait qu'on s'est dit, c'est de l'approvisionnement. C'était évidemment des hypothèses, mais ça ressemblait un peu à ça. Sauf qu'ils sont rejoints tôt. Moi, je suis monté en hélicoptère. Et là, on s'est aperçu que la Sûreté du Québec contrôlait les accès. Ils ont toujours prétendu que non, mais ils contrôlaient les accès. De sorte que les gens arrivaient de Montréal ou de Québec. Et là, il y avait comme des petits blocages, puis ils les faisaient tourner comme en rond. De temps en temps, ils en ont peut-être laissé passer. Puis ils faisaient tourner comme en rond alentour. De sorte que les gens ne pouvaient jamais atteindre le site du festival. Ceci étant dit, il y avait clairement assez de gens pour acheter la drogue dont vous parlez. Jacques, il y avait ceux qui étaient déjà en entrée. Il y avait quand même 5 000, 7 000 ou 8 000 personnes qui étaient arrivées sur les lieux, qui avaient sauté les clôtures parce qu'il n'y avait pas de gardien. Il n'y a pas grand monde qui a payé son billet. Hein. En fait, pour ce qu'on prend de la sécurité non plus, c'était pas parfaitement assuré. Jacques Crochetière, il n'y en avait pas. Avec la distance et les 50 ans, vous pensez qu'à ce moment-là, le gouvernement essayait peut-être de se faire une image de marque auprès de la jeunesse québécoise? Oui. Ben écoutez, en 70, aux élections du mois d'avril, il faut quand même se rappeler que le Parti québécois, qui avait quand même obtenu 23% des votes, avait 7 députés, presque tous des députés en ville, dans le monde urbain, alors que l'Union nationale avait 19%, il y avait 17 députés de leur côté. Fait qu'on voit là que le Parti québécois, en termes de nombre de voix, c'est un parti qui attire les jeunes. Et moi, je pense que le gouvernement de l'époque, le Parti libéral qui était au pouvoir, quand Pierre Laporte a dit non, malgré un bulletin négatif, on y va, il s'est dit, si ça marche, on en prend le crédit. Si ça ne marche pas, c'est pas de notre faute. Mais moi, je pense qu'on a voulu plaire aux jeunes parce qu'en ayant interdit à 24 heures d'avis, ce qui était un peu bizarre, à 24 heures d'avis le Festival Pop, le jeune gouvernement de Robert Bourassa ne voulait pas déplaire aux jeunes. Et je pense que ça l'a joué un peu dans la décision, même si le bulletin, c'est-à-dire les engagements, il n'y avait aucun engagement qui avait été réalisé de la part des organisateurs. Et si je tiens à préciser aussi, c'est que durant l'été 70, il y a 2 festivals en compétition. Il y a le Festival de Manceau qui est prévu le 31 juillet, 1er et 2 août, mais il y a le festival aussi de Sainte-Croix-de-Lobinière qui est prévu, qui est une autre organisation. Et eux, ce festival-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que eux, la programmation, d'abord, le festival n'aura pas lieu. Bourassa va dire, c'est fini les festivals, mais eux, dans leur programmation, il y avait prévu Michel Pagliaro, Claude Gauthier, Willy Lamotte, Les Belair, Charles Lebois, Donald Lautrec, Steve Fizette et des groupes américains
sur un site qui était un site naturel. C'est une piste de course qui était sur le long Mais du fleuve Saint-Laurent. ils auront sans doute fait les frais de ce que le précédent festival avait été le succès qu'on peut aujourd'hui décrire. Je vous arrête là-dessus, Jacques Crochetière. Je sens que vous êtes intarissable pour cet événement qui n'est pas vraiment passé à l'histoire, mais qui clairement mérite d'être dans notre mémoire. Jean-Marc Beaudoin, vous êtes journaliste au Nouvelliste. Mathieu Léger, musicien à l'époque dans le groupe Lasting Weep, et vous faites partie des rares musiciens à avoir travaillé vraiment et à être payé, surtout dans les circonstances. Donc, bravo. Je ne sais pas si vous avez fait fructifier le 300 $ que le groupe avait à l'époque collecté. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci, bonjour. Au revoir.